qui utilise symboliquement deux dossiers, deux sortes de dossiers, deux sortes de tiroirs. De ce côté-ci, nous avons le tiroir des différentes interprétations du monde, hein, à travers leur représentation, justement, dans le monde physique. Ce sont toutes les théories, les hypothèses, les interprétations qui ont été données sur le soleil, l'univers, le vivant, des quantités de questions comme celle-là. Et de l'autre côté, nous avons maintenant, progressivement, nous avons vu se construire, grâce à la recherche expérimentale, eh bien, le tiroir des réponses. En sorte qu'il est devenu possible de faire quelque chose que nos ancêtres ne savaient pas faire, que peut-être des rois, des empereurs, des pharaons auraient aimé connaître pour y voir plus clair sur le monde et tout ce qu'il contient et sur quelle est la bonne direction à prendre du point de vue philosophique ou religieux, comment ne pas se tromper, comment ne pas aller s'égarer dans des sables mouvants, et est-ce qu'il y a une réponse rationnelle? Eh bien, il semble qu'en tout cas, il n'y aura jamais de preuves sur la grande question de y a-t-il un créateur, plusieurs ou pas du tout? Y a-t-il une intelligence créatrice, plusieurs, comme c'était autrefois la mode, ou pas du tout comme c'est la mode aujourd'hui? Est-ce que c'est le hasard qui fait ça? Est-ce que les lois de la nature suffisent à tout expliquer? Et s'il y a des lois de la nature, eh bien, est-ce qu'on est allé jusqu'au bout du problème, ou est-ce qu'il ne faut pas maintenant essayer de comprendre d'où elles viennent? Parce que s'il y a des lois intelligentes, c'est peut-être malgré tout qu'il y a quand même un organisateur intelligent, comme dirait Aristote, hein, pour éviter de tomber dans des réponses religieuses. Mais voyez, voilà, Aristote qui a déjà gagné plusieurs de des débats dans lesquels il était engagé, hein, depuis l'Antiquité. Nous avons eu la réponse dans le tiroir des réponses sur le débat contre Démocrite, hein, où Aristote comprend que oui, les atomes ont besoin d'instructions pour faire des organismes vivants. Et ils ont d'ailleurs aussi besoin d'instructions pour faire des cristaux de neige, pour faire des concrétions complexes, pour faire un certain nombre de choses comme le sable du désert. Eh bien, ils ont aussi besoin d'instructions qui ne sont pas internes, mais qui sont externes, qui sont ce qu'on appelle les lois de la nature, la gravitation universelle, la, différentes lois dont on parlera prochainement. Alors, Aristote a gagné, nous l'avons vu la dernière fois, hier, un autre débat dans le tiroir des interprétations philosophiques, religieuses. C'est un débat contre son maître Platon. Il faudra qu'on en reparle parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais enfin, on voit qu'ils ont des opinions radicalement opposées sur le principe qui organise tout être, tout organisme, justement, d'où son nom, soit une plante, un animal, un homme, tout ce qui est vivant. Eh bien, Aristote comprend que c'est d'abord un message, c'est d'abord de l'information, c'est d'abord des instructions qui permettent aux atomes, qui sont les mêmes pour tout le monde, de s'organiser de façon différente pour faire le cheval, la tulipe ou l'être humain. Par la même occasion, on s'aperçoit que tout ce qui est animé, de fait, est une âme, voilà, un psychisme, est une substance. Mais nous y reviendrons. Aujourd'hui, nous allons justement essayer d'y voir plus clair dans ces grands courants de la pensée depuis l'Antiquité. Comme on va le voir, depuis 2500 ans, les choses commencent à se positionner, à s'organiser. Et nous retrouvons ces grands courants comme des grands fleuves qui arrivent jusqu'à nous au XXIe siècle. Et il peut être précieux d'y voir plus clair. Alors, il y a toujours beaucoup de façons d'organiser des choses, hein. Demandez à un bibliothécaire, il y a plusieurs façons d'organiser des volumes dans une bibliothèque. Il y a aussi plusieurs façons, certainement, d'organiser les grands courants de la pensée. Mais en voici une proposition qui me paraît tout à fait cohérente et qui mérite donc d'être proposée. Puis vous en ferez ce que vous voudrez. Alors, cette proposition est intéressante à plusieurs titres. D'abord parce que elle est audible, elle est intelligible, on peut la comprendre, on demande un petit effort, mais vous allez voir, on peut la comprendre. Et il se trouve que c'est d'ailleurs la manière de la proposition, c'est une proposition qui est
reconnu comme valide par toutes les philosophies et toutes les religions de tous les temps jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, c'est la proposition de Parménide, je vais l'expliquer. Elle est reconnue comme intelligente, comme vraie par tous les grands courants. Pour être tout à fait honnête, il faudrait dire à l'exception de Heidegger. Heidegger, bon, on verra ça si on a le temps ou pas, mais en tout cas, tous les autres courants de philosophie et de religion, toutes les autres propositions, reconnaissent comme génial le point de vue de Parménide. Et à partir de ce point commun où tout le monde est d'accord, c'est vraiment intéressant, eh bien, vont pouvoir se dessiner les positionnements des grands courants philosophiques et religieux de toute l'histoire de l'humanité. Et vous allez voir, comme il n'y en a pas des tonnes, eh bien, ça nous fait 2 ou 3 grands fleuves de pensée dans lesquels on se reconnaît ou pas, et dans lesquels on peut reconnaître et positionner de façon très naturelle tel ou tel philosophe et religieux aussi. Alors, allons-y. Voilà ce que nous dit le philosophe Parménide qui vivait en Grèce environ 500 ans avant Jésus-Christ. C'est l'époque où il fleurit. 500 ans avant Jésus-Christ, bon, puisqu'on parle de Jésus-Christ, c'est l'époque du retour. Il y a eu le retour de l'exil à Babylone pour les Hébreux, mais enfin, ils ne se connaissent pas. Parménide ne connaît pas les Hébreux ne le connaissent pas. Et donc, revenons à Parménide. Donc, Parménide, un beau jour, déclare je pense, je suis même certain qu'il n'y a jamais eu de néant absolu. Alors, j'appelle néant absolu un néant, un vide de tout. Un vide, un néant, une absence de toute matière, de toute chose matérielle, mais aussi de toute chose spirituelle, éventuellement, qu'on ne verrait pas. Un néant absolu, il n'y a rien, rien du tout, absolument rien. Eh bien, moi, Parménide, je pense que un tel néant absolu n'a jamais existé. Avant nous, n'a jamais pu exister. Ah bon, et pour quelle raison, lui demandent ses auditeurs. Parménide répond, mais réfléchissez, si un tel néant avait existé avec absolument rien du tout, ni matière, ni esprit, ni divinité, ni quoi que ce soit, bien sûr, eh bien, il y serait encore. Il y aurait encore du néant aujourd'hui. Or, vous voyez bien, ce n'est pas le cas. On voit de la matière partout, on voit même, bien sûr, des êtres humains, des vivants qui passent et qui disparaissent, qui meurent, mais on voit des choses qui sont pérennes, des choses qui durent, comme par exemple les montagnes, les océans, les étoiles, voilà, toutes ces choses sont là. Et puisque moi, Parménide, je postule qu'il n'y a eu aucun créateur, aucun dieu, ni un ni plusieurs, pour fabriquer tout cela, eh bien, j'en conclus que quelque chose ou quelqu'un a toujours existé, puisque ça n'a pas pu surgir du néant. Alors on lui dit, attends, imagine ton néant et que à un moment donné, il surgit. Pourquoi il pourrait pas surgir un marronnier, un platane Alors, Parménide répond, eh ben oui, justement, si un platane ou un marronnier surgissait, naissait, sortait de ce néant, ça serait la preuve que ce néant n'était pas absolu. C'était la preuve qu'il y avait un germe ou un platane ou un marronnier caché ou en germe, mais donc le néant n'était pas absolu, c'était à une apparence de néant qui contenait un germe. Vous voyez, donc ce que vous dites me confirme, dit Parménide. Vous voyez, rien, par définition, rien ne peut naître, surgir, sortir, émerger d'un néant absolu. Or, puisqu'il y a des choses aujourd'hui, que ces choses n'ont pas pu sortir, naître, émerger, surgir, c'est que forcément, quelque chose ou quelqu'un a toujours existé.
Bon. Et ce quelque chose ou quelqu'un qu'il faudra définir, que je ne connais pas maintenant, ce quelque chose ou quelqu'un qui a forcément toujours existé, moi je l'appelle l'être absolu, avec un grand E, puisque il est vraiment absolu, c'est-à-dire délié de toute relation de dépendance. Hein, il ne dépend de personne, il n'est pas créé par quelque chose, puisque par définition, c'est lui qui est l'être absolu, éternel. On a besoin qu'il y ait un être absolu. Mais attention, je ne dirai jamais que c'est un Dieu, dit Parménide. C'est quelque chose ou quelqu'un. Il va falloir poursuivre l'enquête pour savoir ce que c'est. OK? Eh bien, sur cette idée de Parménide, qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui est l'être absolu nécessaire, figurez-vous, vous pouvez passer au crible de tout ce que vous connaissez comme philosophie, religion, depuis le début de l'histoire de l'humanité, chacune est d'accord avec Parménide. Voilà. Il y a quelque chose ou quelqu'un qu'on peut appeler l'être absolu, ou qu'on appelle comme on veut, enfin c'est comme ça qu'il a été appelé, c'est comme ça qu'il est connu. Et cet être absolu, il va s'agir pour chaque pensée, pour chaque grand courant de pensée, il va être question d'essayer de dire qui c'est, de donner son interprétation à chacun dans le tiroir des opinions, des croyances, des débats. Et c'est là que justement, au moment de dire qui est cet être absolu, qui a toujours existé, qui est donc éternel dans le passé, vraisemblablement éternel dans le futur, obligatoirement, eh bien, les désaccords vont commencer à se manifester et les grands courants vont se définir. Et chaque philosophe, chaque religieux pourra se positionner dans tel ou tel courant. Et vous voyez, en même temps, c'est intéressant parce que ça répond à la question de tous les enfants intelligents et de tous les adultes qui, un jour ou l'autre, se posent la question. Oui, mais d'accord, mais s'il y avait un Dieu ou plusieurs créateurs, qui l'a créé lui? Et on remonte avec une chaîne des causalités. Non, Parménide dit non, 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 ça tient pas debout. Non, non, nous avons besoin nécessairement qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un qui soit éternel, donc qui n'est justement par définition créé par personne. Quelque chose ou quelqu'un qui est éternel. Et c'est voilà l'être absolu, et puis tout le reste eh bien, va découler de ça. Alors, ok, donc, vous voyez, c'est le point de la philo sur lequel toutes les philosophies, toutes les religions, a priori, sont d'accord. Si on en trouve qui sont en désaccord, c'est toujours intéressant de nous envoyer ça pour qu'on puisse les comptabiliser et revoir cet indice, mais qui a jusqu'ici fonctionné depuis Parménide. Alors justement, cet être absolu, maintenant, phase 2, il va s'agir de dire qui c'est ou qu'est-ce que c'est. C'est qui ou c'est quoi. Et les désaccords vont commencer. Alors, honneur et hommage à Parménide, pour lequel nous sommes tous d'accord sur le point 1. Il y a un être absolu qui est quelque chose ou quelqu'un qui est forcément éternel, qui justifie que rien n'ait pu surgir du néant. Et on dit à Parménide, bah, qu'est-ce que tu en penses toi-même puisque tu as eu la bonne idée 1, maintenant sur le 2, l'interprétation, vas-y, dis-nous ce que tu penses. Ben, Parménide dit, bah, pour moi, je vous l'ai déjà un petit peu dit, mais moi, je pose a priori qu'il n'y a aucun Dieu, aucune intelligence créatrice, organisatrice dans ce monde, ce cosmos. Je vomis toutes ces idées superstitieuses de divinité, et je pense, comme je vous le disais, que puisque je vois aujourd'hui des montagnes, des océans, des étoiles, c'est-à-dire de la matière à l'état construit, puisque je vois ce monde, cet univers de matière, et que je dis que ça n'a pas pu surgir du néant, c'est évident, eh bien pour moi, c'est ça l'être absolu. C'est la matière à l'état construit de montagnes, d'océans, de toutes ces choses visibles et qui sont pérennes, et d'étoiles, et même le cosmos entier,
c'est lui qui est l'être absolu. Voilà, c'est la matière, l'être absolu. La matière dans ses réalisations d'univers, de montagnes, etc. Ok, ben, d'accord. Eh bien, ok, nous prenons acte et nous notons. Parménide, c'est la proposition numéro un, disons, et puisqu'il nous parle de la matière et puisqu'il nous affirme qu'il n'y a aucune intelligence organisatrice, aucun Dieu, eh bien, nous appelons sa proposition le matérialisme sans Dieu. Alors, sans Dieu, ça se dit athée. Voilà. Et Parménide est le père de ce grand fleuve respectable du matérialisme athée qui nous donne une explication du monde. Bien sûr, faut donner une explication, il ne suffit pas de dire ce qu'on croit. Il nous donne une explication du monde qui est la suivante. La montagne, il ne s'agit pas de chercher comment elle s'est constituée, de même que les étoiles, de même que l'univers lui-même. Nous postulons que ça a toujours existé. Voilà, comme ça, c'est ça qui est donc l'être absolu, et on lui donne le prédicat de l'être absolu et du divin. Donc c'est la matière qui est, entre guillemets, l'être absolu à l'état constant. C'est le grand géant numéro un, puisque dans sa lignée vont naître toutes les formes d'athéisme matérialiste. On va voir qu'il y en a d'autres. Et voilà, c'est une proposition qui est crédible, qui tient la route, en tout cas à son époque, sans aucun problème. Bon. Proposition numéro 2, en face, un autre géant, un autre courant de la philosophie et de la religion qui représente des géants. Et ce grand courant, lui, déclare, nous sommes absolument opposés à certaines idées maîtresses de Parménide. Nous sommes d'accord avec l'idée 1, qu'il y a un être absolu qui est quelque chose ou quelqu'un et qui est forcément éternel dans le passé et dans le futur, mais pour nous, c'est certainement pas la matière. Parce que voyez-vous, pour nous, au contraire, la matière, ce n'est pas l'être absolu, c'est ce qu'il y a de plus ignoble, de plus détestable, c'est de la fange, et au pire même, c'est une illusion. Ça n'existe même pas tellement c'est nul. Et ce grand courant, vous l'avez peut-être connu, c'est le grand courant de l'hindouisme ancien, qui en fait devient, engendre tout le grand courant qu'on va appeler idéaliste. Vous voyez, où ce n'est pas certainement pas la matière, donc c'est vraiment le courant opposé du courant matérialiste, c'est un courant dans lequel c'est un esprit, ou c'est voilà, une divinité, ou des divinités qui sont l'être absolu, hein, c'est le spirituel qui est l'être absolu, le contraire du matériel, et ce spirituel est la seule chose qui existe au départ, dans le point de départ, puisque il y a le Brahman, qui est le divin, hein, le grand tout divin, et que tout le reste est Maya, c'est-à-dire apparence, illusion, etc. En tout cas, pour les gens qui se reconnaissent dans ce grand courant-là, qui va engendrer les religions orientales dans leur diversité, et qui va, étonnamment, dans ce courant dans lequel nous allons retrouver Platon. Nous allons retrouver Platon qui se fait un peu le traducteur pour le monde occidental, hein, avec la dignité des philosophes grecs. Eh bien, Platon, qui va être le père du grand courant platonicien, s'inscrit exactement dans ce courant, comme on l'a vu hier, par le biais de l'orphisme et de l'hermétisme, qui sont voilà, déjà des formes de traduction pour le monde grec de toute cette pensée idéaliste extrême orientale, enfin hindouiste. Dans ce grand courant platonicien, ensuite, eh bien, nous allons retrouver des ramifications, en tout cas des héritiers hein, de ce grand courant. C'est d'abord le néoplatonisme avec Plotin au IIIe siècle. Et puis dedans, il va y avoir, on va trouver aussi Origène, qui lui est chrétien, mais qui se rattache à ce courant. On va trouver Arius, qui se rattache à la grande pensée platonicienne, alors que voilà, Arius et Origène sont chrétiens.
on va trouver d'une certaine façon Descartes, Spinoza, et puis on va retrouver plus proche de nos époques les maîtres de l'idéalisme allemand, par exemple. Alors Fichte, Schelling, Schopenhauer, Hegel, hein, tous ces maîtres de l'idéalisme allemand vont faire le choix d'opter pour la pensée platonicienne, ils font ce choix ouvertement, et pour la pensée de l'hindouisme ancien qui à ce moment-là est traduit en langue allemande, et donc ils retrouvent des points communs entre les deux, et ils se disent c'est génial. Voilà. Donc on y reviendra, mais pour le moment, donc, nous avons deux grands courants hein, qui sont comme deux géants, et deux géants qui s'opposent radicalement. Ils s'opposent radicalement sur notamment une idée force, qui est l'idée de matière. Et c'est intéressant de voir qu'ils sont en désaccord sur l'idée de matière. Hein. Pour les uns, la matière, c'est l'être absolu, quasiment le divin. Pour les autres, la matière, c'est quasiment le principe du mal. Hein, et ce qui est l'être absolu, c'est un esprit, c'est l'un de Platon, c'est le Brahman des hindouistes, etc. Vous voyez, c'est un principe divin. Voilà. Alors, il y a ces deux grands courants qui s'opposent sur plusieurs points, mais notamment sur l'idée de matière radicalement. Bon. Et alors, entre les deux, entre ces deux géants, entre ces deux colosses, qui ont rempli beaucoup la pensée des êtres humains depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, eh bien, entre les deux, il y a deux petits courants, enfin deux petits, oui, objectivement petits courants, qui se rejoignent sur pas mal de points. Donc, on va dire c'est un troisième courant entre les deux, qui est en désaccord avec les deux géants sur plusieurs points. Et les géants le détestent, ce courant, ce double courant, pour plusieurs points. Alors, ce double courant, c'est en fait un petit peu ce qu'on a commencé à envisager hier, c'est la subversion proposée par Aristote. Aristote qui va déclarer tout simplement, mais la matière, vous vous trompez tous, et les uns et les autres, la matière que vous considérez soit comme l'être absolu, soit comme le principe du mal ou une illusion, c'est rien de tout ça. La matière, c'est un terme relatif. La matière en tant que telle, ça veut rien dire. Si on veut creuser, aller au fond des choses, la matière de cette table, eh bien, c'est le bois. D'accord? Mais la matière de la partition de musique, ce sont les notes. La matière du régiment, ce sont les soldats, et ainsi de suite. Vous voyez? On est la matière de quelque chose, terme relatif. Mais Aristote fait remarquer qu'à chaque fois, la matière ne suffit pas à justifier de l'objet. La matière de la table, c'est le bois, ok, mais ce n'est pas le bois, ce n'est pas la matière qui s'est organisée toute seule pour faire la table. Peut-être que statistiquement, sur des milliards d'années, du bois pourrait s'organiser tout seul pour faire une table. Laissons cette chance à ceux qui aiment le hasard, pur ou impur. Mais en tout cas, plus généralement, on va dire, et là, il n'y a pas de débat, on est d'accord, plus généralement, c'est le menuisier, ou apparenté au menuisier, qui va envisager la table et réaliser la table dont le bois est la matière. Pour ce qui est de la partition de musique, les notes sont bel et bien la matière de la chanson, de la composition musicale, mais les notes ne se seront pas mises elles-mêmes sur la partition, bien on pourrait trouver ça, mais a priori, le plus souvent, c'est un compositeur qui est intelligent et qui met les notes sur voilà, sur une clé de sol. Et il faut aussi envisager la clé de sol, la clé de fa. Enfin, ça demande un peu de boulot. Bon, même chose pour le régiment. C'est pas le régiment qui va voter pour savoir ce qu'on fait. Il y a en général un principe organisateur, un principe directeur qui est le colonel, le général et ainsi de suite, qui vont donner les instructions pour dire quoi faire. Alors voilà, c'est pour ça que Aristote ne veut absolument pas s'inscrire dans un des deux courants. Il est un troisième courant autonome, opposé aux deux. Et avec lui,
il y a quelqu'un d'inattendu, dont on attend généralement uniquement qu'il fasse de la religion et rien d'autre, eh bien c'est le petit peuple hébreu. Alors le petit peuple hébreu, pourquoi est-ce qu'il se retrouve là? Parce qu'il est d'accord avec Parménide, il y a un être absolu, on va essayer de savoir qui c'est, il n'y a jamais eu de néant absolu, il y a toujours eu un être absolu éternel dans le passé et dans le futur, et justement c'est lui qui est créateur et qui va créer, qui va donc créer à partir de rien, ex nihilo, c'est avec le verbe bara en hébreu, qui est réservé à un créateur qui n'est pas un fabricant ou un fabricateur, qui partirait de ce qui existe, mais au départ, ben voilà, la matière, elle est créée par lui, et même si c'est une matière qui semble sans intérêt, eh bien, elle n'est pas le principe du mal, mais elle n'est pas non plus l'être absolu. L'être absolu est ailleurs, c'est l'intelligence créatrice. Voilà. Alors bien sûr, on peut choisir maintenant son camp. A priori, vous voyez, il n'y a pas d'autre camp possible, à part les deux grands géants, et puis les deux au milieu qui sont assez d'accord entre eux, Aristote et le petit peuple hébreu, sans se connaître, partagent un certain nombre de points communs. Et, et voilà. Et le conflit va pouvoir, enfin le conflit, les débats vont pouvoir s'organiser entre ces grands courants dans lesquels, voilà, différents philosophes et religieux vont s'inscrire, comme on vient de le voir un petit peu pour le courant idéaliste, celui qui est de ce côté-là. Mais dans le côté matérialiste athée, il va se passer un certain nombre de choses, comme dans l'autre courant, il va y avoir des philosophes qui vont s'inscrire à apporter des modifications. Alors, les modifications sont apportées, par exemple, par d'abord un nouveau grand courant matérialiste, qui est celui du philosophe dont nous avons parlé l'autre jour, qui est Démocrite. Alors Démocrite, lui, apporte une correction au système de Parménide. Il dit, voilà, Parménide envisageait que ce soit la matière à l'état construit, à l'état d'univers entier qui soit l'être absolu. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense qu'il faut considérer que l'être absolu, c'est plutôt la matière, oui, mais à l'état basique de fond, c'est-à-dire à l'état pulvérisé des atomes. Car les atomes, ce sont eux qui constituent ce que Parménide appelle la matière à l'état construit, c'est-à-dire la montagne, euh, l'océan et les étoiles. Euh, c'est donc c'est donc plutôt à l'état d'atome qu'on retrouve l'être absolu. L'être absolu, c'est la matière à l'état petit, tout petit d'atome. Et là, eh bien, c'est ça l'être absolu. Et ce sont ces atomes qui, donc, par définition, sont éternels. Évidemment, il faut qu'ils soient éternels, parce que c'est ça la définition de l'être absolu. Si c'est pas la montagne, l'océan qui est éternel, ce sont les atomes. Et les atomes doivent être éternels, sinon évidemment tout s'écroule. Bon. À l'intérieur de ce courant qu'on appelle atomiste, bien sûr, puisque ce sont les atomes, eh bien il y a une subversion qui est apportée par les stoïciens de Zénon. Et les stoïciens de Zénon disent, ok, nous sommes d'accord avec vous, nous voulons bien nous appeler atomistes aussi, car nous sommes d'accord que ce sont les atomes qui sont la base de la matière et qui sont la base du matérialisme athée et qui sont éternels. Ils composent tout, ils dirigent tout, sont eux. Mais nous pensons, nous, que ces atomes sont doués de vie et d'intelligence. Voilà. De toute façon, ils sont divins, puisqu'ils sont eux l'être absolu. Ils sont divins, donc c'est normal qu'ils soient dotés de vie et de pensée. Parce que sinon, on ne voit pas comment il y aurait sur Terre des êtres doués de vie, tous les êtres vivants, et doués de pensée, les êtres humains, s'il n'y avait pas, quelque part à l'origine, déjà euh, des, quelque chose qui contienne, de façon cachée peut-être, mais qui contienne de la vie et de la pensée. Voilà, donc c'est très très intéressant, hein, ces différentes étapes
du matérialisme athée. C'est d'autant plus intéressant qu'il va se passer un coup dur pour le système de le premier matérialisme, celui de Parménide. Ça n'enlève rien à son génie pour le point numéro un. Hein. Il y a besoin, on l'a vu, donc maintenant on le sait. Si quelqu'un a une autre hypothèse qui la suggère, mais on voit bien que puisqu'il n'y a pas eu de néant absolu, puisque c'est impossible, eh bien, il y a nécessairement un être absolu qui est nécessairement éternel, puisqu'il ne peut pas lui-même surgir d'un seul coup du néant, comme par magie, non. Bon. Alors, il se passe un coup dur pour Parménide, c'est lorsque on étudie de plus en plus voilà, l'univers, tout ce qu'il contient, et que nos chercheurs étudient par exemple le Soleil, c'est ce qu'on a vu déjà, ou la planète Terre. Alors quand ils étudient la planète Terre, vous savez qu'on est passé par beaucoup d'étapes pour essayer de connaître l'âge de la Terre. C'est quelque chose qui, voilà, dans le monde chrétien, a été assez périlleux parce qu'on croyait avoir une bonne réponse de l'âge de la Terre, parce que des gens, sans qu'on leur demande quoi que ce soit, avaient cru bon de faire une estimation en faisant un truc arithmétique, un peu simpliste quand même, mais qui consistait à dire, tiens, il y a des âges qui sont indiqués dans le livre de la Genèse des Hébreux bibliques. Il y a des âges, on dit qu'un tel est mort à 250 ans, un tel est mort à 900 ans, un tel a vécu 42 ans. Bon, eh bien, ça va être facile, on va additionner tous ces chiffres, tous ces nombres, et ça nous donnera l'âge de la Terre, ou à quelques années près. Et comme si on additionne, on va remonter à celui que nous considérons comme étant être le premier homme, Adam, avec Ève, eh bien, et que nous savons que lui a été créé le sixième jour, et alors il faudra revenir là-dessus, parce que là, on ne peut plus raconter ça à des enfants maintenant, mais bon, c'était des grandes étapes en réalité, mais bon, on en reparlera. Alors, puisqu'Adam est créé le sixième jour dans l'après-midi, eh bien, ça nous donnera l'âge de la Terre. Bon. Alors évidemment, tout chercheur ou tout auteur qui s'écartait de cet âge dont on disait c'est Dieu qui nous l'a donné dans la Bible, tout chercheur avait pas mal d'ennuis parce qu'on était un peu féroce à cette époque et assez autoritaire. Hein. Il faut reconnaître cette grande qualité qu'a eu l'Église de par la suite abandonner ça, hein, parce que ça vraiment c'était pas une bonne idée certainement à l'époque. Bon, mais en tout cas, il fallait qu'il fasse attention, et notamment Buffon. Buffon, qui avait fait des estimations sur l'âge de la Terre à partir notamment d'un boulet de canon. En fait, à son époque, Buffon pensait, Buffon, il est mort juste avant la Révolution française. Hein. Donc, à son époque, fin du XVIIIe, il pensait, ou peut-être d'autres pensaient comme lui, je ne sais pas, que la Terre était en fait née de la collision entre le Soleil et quelque chose d'autre, et que ça avait fait cette boule qui était la Terre et qu'elle provenait d'un morceau du Soleil. Voilà. Et donc, Buffon s'est dit, lui qui a fait un très gros boulot sur les animaux, sur le rangement absolument génial qui servira à Lamarck et Darwin après. Donc, Buffon s'est dit, tiens, puisqu'il y a une question de chaleur, peut-être que je peux, en utilisant un boulet de canon, un boulet de canon, que je vais chauffer à blanc, pour qu'il soit à peu près à la température du Soleil, vous voyez, estimation, eh bien, quand j'aurai obtenu cette chaleur pour le boulet chauffé à blanc, il me suffira de chronométrer combien de temps il faut pour le boulet pour se refroidir, à s'attiédir, et quand il arrivera à peu près à la température de la Terre d'aujourd'hui, c'est-à-dire, je sais pas, 15 degrés, 20 degrés, eh bien, ça me donnera une idée du temps qu'il a fallu pour la planète Terre pour arriver à une température assez tiède par rapport à la chaleur immense du Soleil. Vous voyez bon. Alors il fait ça, et je crois que son résultat, si je me souviens bien, il a écrit dans ses carnets qu'on voyait dans les cabinets de curiosité de Buffon qui se trouve à Montbard, en Côte d'Or. Eh bien,
il a écrit sur ses carnets secrets, je pense que la Terre doit avoir, je crois que c'est 300 000 ans. Il me semble qu'il a écrit 300 000 ans, il faudrait vérifier. Parfois, je ne suis pas certain des chiffres. Mais je crois que c'est ça. Il a écrit 300 000 ans. Et après, dans le livre qu'il a publié de ces recherches-là, il n'a pas osé écrire 300 000 ans. Il avait peur d'avoir des ennuis avec l'Inquisition imbécile. Et donc, mais plus qu'imbécile, hein, criminel en plus. Il a pensé, il a écrit un peu en hésitant 70 000 ans. C'est beaucoup moins que 300 000, mais c'est beaucoup plus que les 5 ou 6 000 ans qu'on estimait à l'époque. Voyez. Alors, comment est-ce qu'il a évité des ennuis avec l'Inquisition à ce moment-là? Eh bien, surtout qu'il y avait les jansénistes qui voulaient sa peau. Je raconte dans une des BD, c'est celui qui s'appelle Les Jours effacés, que les jansénistes, alors qui étaient encore pires que l'Inquisition, alors faire attention parce qu'il y en a encore quelques-uns qui circulent, mais les jansénistes ont voulu sa peau, ont voulu le mettre au bûcher, et ils l'ont publié dans leur revue. Il faudra choper Buffon et le mettre au bûcher. Vous vous rendez compte? On est quelque temps avant la Révolution française. Bon, voilà. Alors, il y a eu d'autres tentatives pour dater la Terre. C'était très difficile. On était un peu bloqué par les fausses croyances religieuses ou philosophiques. Mais alors, si Buffon n'a pas été brûlé, c'est aussi parce qu'il avait, sur son livre, il avait commencé voilà, par mettre une très belle gravure du créateur, Dieu, un peu comme dans la Sixtine, Léonard de Vinci, Dieu qui crée le monde, pour bien montrer qu'il était d'accord, malgré ses recherches, ses calculs, sur le fait que, voilà, il y a Dieu qui crée le monde, et donc tout va bien, je ne suis pas hérétique. De fait, il est mort de sa belle mort, en 1788, si je ne me trompe pas. Alors, c'était donc difficile de donner l'âge de la Terre. Il faudra attendre, en fait, Pierre et Marie Curie, je crois, enfin, leur découverte, hein, pour y voir plus clair, et arriver à une durée de vie de la Terre d'environ, aujourd'hui, je crois qu'on parle de un peu plus de 4 milliards d'années, entre 4,5 et 5 milliards d'années. Vous voyez, le Soleil a entre 4,5 et 5 milliards d'années. La planète Terre a un peu moins de 4,5 milliards d'années, sans doute. Il y a effectivement une collision avec une autre planète qui a permis que la Lune se positionne, etc., etc. Alors, en tout cas, qu'est-ce que ça nous apprend tout ça, même si on ne connaît pas les milliards d'années de la Terre? Ça nous apprend quelque chose, une connaissance dans le tiroir des réponses, une connaissance dont nous sommes certains et qui est irréversible. La planète Terre n'a pas toujours existé. La planète Terre n'a pas toujours existé. Elle a eu un commencement que nous allons dater de mieux en mieux. Est-ce que c'est une hypothèse dans le tiroir du milieu des hypothèses? Non. Est-ce que nous en sommes certains? Oui, c'est dans le tiroir des réponses et des sciences expérimentales. La date va s'améliorer, toujours, elle s'améliore toujours, mais nous savons, voilà, que la planète Terre n'a pas toujours existé. Par conséquent, l'hypothèse, est-ce que vous voyez ce que ça devient, l'hypothèse de Parménide avec ça? L'hypothèse de Parménide, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Parménide, elle s'effondre. Elle s'effondre puisque Parménide disait les montagnes sont éternelles, les océans sont éternels, et c'est là-dessus que je fonde mon idée que l'univers lui-même est éternel, etc. Non, les montagnes ne sont pas éternelles, et les océans non plus. Ce qui semblait pérenne et définitif à Parménide, en fait, ne l'est pas. Les montagnes ne sont pas l'être absolu. La matière à l'état construit n'est pas l'être absolu. Son athéisme matérialiste s'effondre. Alors, heureusement pour le grand courant respectable du matérialisme athée, il y a eu d'autres matérialismes qui sont nés avant qu'on sache que la Terre s'effondrait d'ailleurs. C'est même pas des réactions, c'est avant, donc c'est tout à leur honneur. C'est celui, comme je vous disais, le courant des atomistes qui va se diviser en deux. Donc l'atomisme de Leucippe et Démocrite, relayé bon, j'ai oublié le nom, par Épicure, par des gens comme ça, et encore un autre courant matérialiste qui est celui de Zénon, qui est celui des stoïciens. Voilà. Et nous verrons la prochaine fois les conflits terribles qu'il y aura
entre Zénon, entre ces deux formes de matérialisme, les deux qui continuent d'être en fonction, et dans lesquels d'ailleurs, grands courants, dans lesquels on va retrouver Diderot et d'Alembert. Par exemple, les encyclopédistes, Diderot et d'Alembert sont absolument passionnants puisque chacun des deux représente un de ces deux courants. Voyez, et puis nous retrouvons ces deux courants euh, voilà, au XXe siècle avec le professeur Kahn, avec je ne sais plus qui, mais nous allons voir ce conflit, ce qu'il devient par la suite. Voilà. J'espère que ça va. Reposons-nous, évitons les virus et je vous dis à demain. Voilà, à bientôt. Alors, je crois que j'avais éteint. Tac.